La transformation du paysage politique français ces derniers temps est saisissante. On est passé de la scène policée de la comédie française aux décombres de la ville d'Alep. Le triangle des Bermudes, définition traditionnelle de la fiction centriste, s'est récemment élargi à toute la gauche. Le petit personnel de cette illusion désastreuse y sombre dans une débâcle générale, prémisse du désastre promis aux prochaines élections. Sur ce fond, quelques-uns tentent de s'agiter qui voudraient briguer le statut de rescapé du naufrage, mais ils yoyotent en vain. Montebourg, à grands effets de manche, et sur un ton de plus en plus forcé, trahissant un désarroi croissant, qui ressasse qu'il n'y a pas de Français de souche, qui se prétend entrepreneur depuis qu'il a fait un stage de complaisance de 6 mois dans une boîte, et qui compte sur son culot et son verbe facile pour embobiner ses petits camarades, la pétasse du flot éjecté du rafio écolo, le sénateur Mélenchon qui fait le gauchiste pour courtiser les reliefs décomposés des nuits à dormir debout, les bobos fragiles qui ne savent plus à quel sein se vouer et les obstinés du rêve égalitiste, cambadélistes qui cambadélirent comme jamais, les élus qui paniquent, bref, c'est la débandade de toutes parts. Sarkozy, également en échec, en paraîtrait presque calme, c'est dire. Pendant ce temps, Hollande, le plus en perdition de tous, et qui est bien le seul à vouloir qu'il se représente, mais qui s'obstinera jusqu'au bout, il semble de plus en plus clair qu'un tour en hôpital psy s'imposerait, Valls, matador d'opérette capable seulement de dégainer en toutes circonstances les mêmes 3 phrases élémentaires, qui ne sait plus sur quel pied danser non plus, le gouvernement qui ne tient que parce qu'on ne peut plus le remplacer. Le délitement de notre situation politique est extrême, mais c'est logique. Elle ne reflète jamais que celui de la société, dont l'effondrement menace. Précisément, la révolte actuelle des policiers peut se voir comme l'ultime cri de désespoir, juste avant son écroulement, du premier des remparts de cette société. Pour l'heure, le petit rond de cuir casse-vide se couche lamentablement et promet tout ce qu'on veut, qu'il ne tiendra pas, bien entendu, pour calmer la révolte des troupes. Il faut reconnaître que le réel n'est pas sympa, non plus. Les flics ne veulent pas seulement ne plus cramer dans leur voiture, ils réclament la reconquête des zones de non-droit et un changement sur la légitime défense. Or, c'est l'assurance de voir se réaliser, tôt ou tard, le scénario d'Oberton, ou l'une des 1000 variantes de celui-ci qu'on peut aisément imaginer. En vérité, le pouvoir, et non seulement ce pouvoir, ne peut rien. Soit il fait dans la poudre aux yeux avec quelques bricoles, en jouant la récupération syndicale du mouvement, parce qu'il ne veut pas et ne peut pas affronter les fameux territoires perdus de la République, leur population, leur société, ou contre-société plutôt. Et alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va droit à l'insurrection. Soit il prend le problème à bras-le-corps dans toutes ses dimensions, policières, judiciaires et pour finir militaires, et l'on va droit à la guerre ouverte. Reprendre Mossoul, c'est bien, et c'est à portée de main. Reprendre le Val-Fouré, ce sera mieux, mais cela s'avère bien plus risqué. Ou bien, le déshonneur, c'est tous les jours, et la guerre, c'est pour bientôt, en tout état de cause. Encore un moment, monsieur le bourreau, voilà tout ce que peuvent dire et faire nos pitoyables politiques, de tous bords, à l'exception de madame Le Pen, dont le discours à l'adresse des policiers, hier soir, a été remarquable, il faut le dire. Sinon, pour en finir provisoirement avec le spectacle politique, Macron brasse du vent comme personne. Pour rire, voici sa dernière pensée profonde, une vraie illustration du vide intersidéral, je le cite. Être français, c'est un mouvement d'espoir, c'est un projet, et c'est un projet que je veux porter. Fermez le banc. Comment pareil spectre, dont la parole semble sortir d'un logiciel d'intelligence artificielle des années 60, peut-il occuper la moindre place dans le débat politique, qui pisait au vu de la situation dramatique qui est la nôtre? Les médias sont tout de même d'incroyables prestidigitateurs, il faut l'avouer.
Avec le vieux Macron, je veux dire Juppé, ce comptable en chef sorti artificiellement de son hibernation depuis les années 90, ressuscité pour nous sortir sa burlesque identité heureuse, nouveau nom de code pour la guerre totale, c'est littéralement à crever de rire. Faux jeune et vrai vieux Macron, donc, forment une sorte de nouveau club des hachichins à eux tout seuls. Théophile Gautier, avec Baudelaire et quelques autres, s'en était vite extrait. Je cite Gautier. Après une dizaine d'expériences, nous renonçâmes pour toujours à cette drogue enivrante, non qu'elle nous eût fait mal physiquement, mais le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels, et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. Fin de citation. Mais c'est que la littérature, ou la pensée, ou les beaux-arts, il y a beau temps que nos polichinelles de politiciens ne savent plus ce que c'est, comme ils ne savent plus rien du fait même de la France. Mais revenons aux choses sérieuses. Thibaut de Montbrial nous dit « Il y a clairement une population qui est en guerre contre la police ». On ne peut que lui répondre « Encore un effort, camarade. Elle est en guerre contre la France ». Police, pompiers, école, hôpital, quotidien partout et tout le temps désormais. Il y a une et une seule cause à tous ces problèmes. C'est l'immigration de submersion subie par notre pays depuis des décennies, immigration en provenance de peuples et de cultures exogènes et hostiles, plus ou moins incompatibles avec notre civilisation, la plupart du temps nettement plus que moins, sauf exceptions exceptionnelles et strictement individuelles. C'est le mélangisme forcené et irrationnel, criminel, voulu par la supercaste oligarchique et soutenu par tous les gauchistes culturels, parfaits idiots utiles, et par les fêlés de l'idéologie humanistoïde. C'est la fiction technico-marchande et le délirium universaliste parrainant la dernière entreprise du totalitarisme qui est mondiale. Et la justice, que fait-elle de son côté ? Eh bien, elle est l'un des maillons essentiels de la décomposition de notre société, et elle l'assume très bien. C'est seulement quand on l'accuse de lâcheté ou qu'on la traite de petit pois qu'elle s'offusque. Non seulement elle constitue, au sein de la chaîne pénale, le maillon le plus collabo et le plus gangrené idéologiquement par les fumées psychotropes de l'irénisme et les vapeurs hallucinogènes de la revanche sociale, mais encore elle fait du zèle pour conforter la police de la pensée, à croire que c'est son principal objectif désormais. Inculpation de Pierre Cassin contre toute raison, prise en compte de la dernière plainte absurde contre Zemmour, condamnations diverses pour délit d'opinion, elle ne chôme pas de ce côté. Quand d'un autre, elle organise l'impuissance publique dans la protection des populations contre les nuisibles en tout genre. C'est qu'elle a oublié le droit positif et qu'elle se pense désormais d'abord et avant tout investie d'une fonction morale et idéologique. Droit et morale, c'est l'une des grandes confusions de nos gauchistes culturels, très incrustés dans toute l'institution judiciaire, bien aidés, en cela il faut le dire aussi, par un législateur attaché à la traque et à la répression de toutes les mauvaises pensées, surtout celles qui contrarient l'idéalisme de rigueur, et plus encore celles qui s'efforcent de témoigner du réel. On le voit encore avec le projet de loi dit « Citoyenneté et liberté », une vraie antiphrase, qui prévoit de réduire encore la liberté d'expression et de pénaliser toujours plus ceux qui pensent mal. Petite leçon d'histoire. C'est la gauche, du moins une partie de la gauche, qui a attaqué en 1893-94, au nom de la liberté, ce qu'elle baptisa « loi scélérate ». Il s'agissait de lois qui, pour la première fois, ne punissaient pas des faits, mais plutôt des idées jugées dangereuses. Par exemple, l'incitation indirecte à des crimes, c'était à l'époque des attentats anarchistes. La position de Jaurès et même de Blum était que le droit pénal ne pouvait punir que des actes, car autrement il n'y aurait plus de liberté. Pourtant, c'est toujours la gauche qui demande la pénalisation d'idées aujourd'hui. Proclamée fausse, car c'est elle qui décide le vrai et le faux, le bien comme le mal, bien entendu. Après la Seconde Guerre, la dérive s'est faite nettement plus forte dans divers domaines du droit. Par exemple, une phrase comme celle-ci, « Les toxicomanes prennent de la drogue car cela procure un plaisir intense », peut vous conduire en correctionnel, car c'est une présentation sous un jour favorable de la consommation de stupéfiants, même si l'on ajoute que cela conduit à la mort. C'est amusant, enfin, si l'on veut. En tout cas, c'est représentatif de cette dérive, péché mignon de nos utopistes.
les discours encourageant la contraception et l'avortement furent criminalisés dans la loi de 1920. Et paradoxalement, c'est maintenant au tour du discours anti-avortement de l'être dans le projet de loi évoqué. L'agilité intellectuelle de nos gens de gauche leur sert à défendre tout et son contraire successivement, sans oublier, au passage, de se défausser de leur culpabilité sur leurs adversaires. Nos policiers, plus que de matériel, ont besoin d'un rétablissement complet des moyens de leur autorité. Ce dont a besoin notre justice, plus que de nouveaux moyens personnels, matériels, plus que de nouvelles prisons, c'est d'une sévère remise en ordre interne et d'un retour à ses fondamentaux. Sachant que, pour les prisons, une remigration bien menée devrait limiter le nombre de places supplémentaires nécessaires pour rétablir l'ordre républicain dans notre pays. Le 18 juin 2011, à l'occasion d'une manifestation aux côtés de Pierre Cassin, Oscar Freisinger et quelques autres, j'avais eu l'occasion de prendre position déjà sur ce sujet. Voici un extrait de mon intervention d'alors. Je ne vois pas une virgule à changer. Devant la gravité de la situation, la détresse et la colère d'un grand nombre de nos concitoyens, qui couvent d'autant plus dangereusement qu'elles sont interdites de parole pendant que les médiatiques continuent de chanter « Tout va bien, Madame la Marquise », il est indispensable d'agir dans les directions suivantes. Pourvoir la justice, en urgence, de tous les moyens dont elle a besoin pour pleinement exercer son rôle, en tout premier lieu pour appliquer toutes les peines qu'elle prononce, et dans le même temps rétablir ce pouvoir dans sa légitimité en procédant à la dépolitisation et même à la désidéologisation complète de ce corps, si gravement compromis de ce point de vue. À cette fin, il faut la refonte de l'enseignement qui prépare à la magistrature, la suppression des syndicats de magistrats, le retour au strict service de l'État avec ses contraintes et obligations, le retour responsable, instruit et rigoureux au seul droit objectif, l'évaluation précise des dérives accumulées tout au long des dernières années sur ces différents points, avec attribution des responsabilités, en vue d'en tirer toutes les conséquences, sans faiblesse, à tous les niveaux. Cette réforme doit être facilitée par un travail profond de simplification et de synthèse des textes accumulés sans ordre ni vision d'ensemble depuis des décennies, au point que personne n'en maîtrise plus la moindre partie complètement. Ensuite, abandon de toutes les lois liberticides qui prétendent dire l'histoire, donc les lois mémorielles, et abandon de celles qui prétendent encadrer toujours plus étroitement la libre pensée de chacun, donc, entre autres, les lois antiracistes et anti-discrimination en tout genre. Les lois qui garantissent le respect de la civilité doivent suffire et être seules maintenues. Encore ne doivent-elles pas, et ne peuvent-elles pas à elles seules, garantir le retour à une vie sociale cohérente et tout simplement vivable, assurant le minimum de sécurité, de tranquillité, de respect des personnes et des droits de chacun, à commencer par celui de propriété. La nécessaire reconquête de la civilité dépend d'abord du retour du contrat de civilisation entre les membres d'un même peuple. Et ce mouvement doit être relancé à tous les niveaux de l'organisation de l'État pour ensuite se diffuser dans toute la société. Fin de citation. Tout cela est bien compliqué. N'est-il pas plus simple finalement de laisser aller et de voir venir, et pour plus de confort de se dire que tout cela ne peut que très bien se finir?